Bonjour chers amis, bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, la Guyane et puis tous les autres qui nous regardent de très loin. Merci de nous recevoir chez vous. Deux invités exceptionnels, il y en a un que vous connaissez, mais on va commencer par l'autre. Le docteur Isabelle Laetitia, qui nous fait l'amitié de venir partager ce moment-là avec nous. C'est une grande spécialiste du poids. Donc, vous savez combien de fois le docteur Louis Berthelot, qui est à ma droite, et moi-même parlons du poids ici, et puis nous avons décidé d'inviter Isabelle. Alors, vous savez qu'à cette époque de l'année, en France, dans toutes les revues féminines, il y a de nombreux régimes qui sont proposés pour maigrir, pour mincir, pour aller sur la plage en bikini, voilà. Et il faut savoir comment. Est-ce que toutes les propositions qu'on vous fait sont vraiment à la hauteur de votre attente? Alors, ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans ces journaux ne vous convient pas. Mais nous avons décidé ensemble que le docteur Laetitia, Isabelle, viendrait nous dire comment une nouvelle approche de l'amincissement, du poids. Parce qu'il y a amincissement et perte de poids. Donc, elle nous dira tout ça. Bonjour Isabelle. Bonjour Marius. Alors, tu as vu mon introduction, donc à la Martinique, les gens sont gros, c'est pas une nouveauté. En Guadeloupe, les gens sont gros. En Guyane, on ne connaît pas très très bien, un peu moins, mais il y a sûrement aussi l'obésité galopante, liée à la nourriture, mais aussi au stress, un mode de vie particulier, grande vitesse. Et je sais que tu as une approche différente. Et j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu de cette approche. Alors en fait, c'est vrai que la question du poids est une question, je dirais, difficile à gérer en fait avec des stéréotypes. Chaque personne est différente déjà. Et donc je pense qu'il faut déjà adapter son discours à la personne. Et après, prendre la personne dans son intégralité et non pas uniquement par rapport à son problème de poids. C'est-à-dire son motif de consultation primaire. Donc le but c'est d'arriver déjà à lui proposer, je dirais, une prise en charge qui soit adaptée aussi bien à sa profession que à son cadre familial, d'accord ? Et aussi par rapport à tout ce qu'elle sait déjà en fait du poids. Parce que quelquefois on a des préconceptions par rapport à des messages passés justement publicitaires ou autres sur des capacités à perdre, et quand on ne perd pas on se sent en échec et on a l'impression qu'on ne fait pas ce qu'il faut, alors que le plus souvent c'est justement les régimes répétitifs qui entraînent cette difficulté à la perte de poids, entre autres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un régime? Comment ça va être conçu? Parce qu'il y a différentes façons. Les gens pensent qu'un régime, ça peut être quelque chose de restrictif. Est-ce que c'est cet esprit-là? Justement, il faut surtout enlever l'esprit du régime. Le but, c'est pas de faire un régime, c'est de pouvoir justement, à partir de l'analyse de son alimentation, de pouvoir voir ce qu'il est possible de changer pour que ça puisse devenir, je dirais, une nouvelle habitude qui devienne durable dans le temps. Donc, tout principe de régime et de restriction entraîne automatiquement des compulsions. Donc il faut sortir de ce système de régime et adapter tout simplement une alimentation, je dirais, locale et à son rythme de vie, à ses envies et besoins, de telle façon à ce qu'on puisse dans le temps garder une hygiène alimentaire et une bonne conduite. Alors cette nouvelle médecine nutritionnelle, elle est accompagnée, docteur Berthelot, de quoi? Quels sont les fondements? Parce qu'il y a la façon de manger et puis il y a tout le reste. Je pense finalement qu'il faut recentrer le débat et dire en fait les gens qui viennent, s'ils ont un problème de poids, d'abord pourquoi viennent-ils, d'accord, et qu'est-ce qui est sous-tendu par ce problème de poids. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que je pense que tous les gens qui rentrent dans un cabinet médical, je dirais presque à 90%, au départ quand ils viennent, ils ont déjà fait d'abord eux-mêmes ce que Isabelle vient de dire, des régimes, c'est-à-dire des restrictions. Et puis ils reviennent, ça n'a pas marché. Et on voit très bien que on avait fait une petite étude, je ne vais pas dire en quelle année, parce qu'on va penser que c'est déjà Mathusalem, mais il y a une vingtaine d'années, c'est quand même au bout de 5 ans, quand on fait des régimes restrictifs, c'est 95% d'échecs. Donc Isabelle a bien posé le débat. Et c'est qu'est-ce que je peux faire pour adopter
de nouvelles habitudes, c'est-à-dire c'est pas un régime. Un régime, c'est momentané, c'est un scoop, je peux dire, c'est limité dans le temps. C'est quelles seront mes nouvelles habitudes de vie que je vais incorporer à ma vie en fonction de ma personnalité, de mon mode professionnel, etc., pour que ça reste et que ça perdure. Après, il faut poser effectivement les bases de cela et il faut sortir le poids de la notion de poids. C'est-à-dire que quelqu'un qui rentre, même si sa demande c'est le poids, c'est pas de la graisse qui nous intéresse, c'est pas le poids qui nous intéresse, c'est la personne. Et à côté de ça, je dirais le poids qui est sur cette personne. Donc la remettre, comme Isabelle a dit, je dirais dans cette globalité. Une nouvelle hygiène de vie pour une meilleure santé. En fait, c'est d'abord un problème de santé. D'abord un problème de santé. Oui, c'est d'abord un problème de santé. Parce que la personne qui a un problème de poids, effectivement, elle va arriver pour le poids, mais nous, ce qui nous intéresse, quelque part, c'est pas le poids. Je dis ça en boutade, on s'en fout du poids, entre guillemets, c'est pas vrai. Oui, mais on comprend très bien. Ce qui est important, c'est quels sont les risques de ce poids. Parce que d'abord, le poids peut avoir plusieurs types de risques. Si le surpoids peut avoir un problème qui est un problème mécanique, je suis trop lourd, je vais avoir des problèmes qui peuvent être articulaires, vasculaires, mais au niveau veineux. Je peux avoir des problèmes liés au poids qui peuvent être liés à des problèmes qui peuvent être d'ordre psychique. Je vais avoir des troubles comportementaux. Je peux avoir des problèmes qui sont liés au poids parce que je vais avoir des difficultés sociales et donc je vais manger mal parce que j'aurai du mal à avoir accès, je pense, à un certain type d'aliments. Et puis, je vais aussi avoir des problèmes liés au poids qui sont d'ordre cardio-métabolique, vasculaire, diabétique, etc., etc. C'est ça qu'il faut faire comme débat premier au niveau du poids. C'est pas le poids en lui-même, c'est le risque de ce poids et en quoi il peut altérer ma qualité de vie. Isabelle, alors quels sont les outils que nous avons à notre disposition pour faire ces approches-là ? Alors les outils sont multiples en fait. Déjà, je pense que d'être à l'écoute du patient, c'est déjà énorme. D'arriver justement à cibler réellement sa demande. Et après, au fur et à mesure, en fait, de lui faire prendre conscience que le poids n'est que l'épiphénomène, c'est-à-dire le haut de l'iceberg en fait. Et que ça sous-entend, et que ça sous-tend plein de choses. Donc il faut regarder en fait si déjà d'un point de vue psychologique le patient va bien. Je dirais dans son cadre de vie comment il évolue. Après, il y a aussi des outils, notamment des outils biologiques, c'est-à-dire voir au niveau de son bilan sanguin, s'il y a des complications qu'on peut déjà dépister en lien avec ce poids. Et puis après, la base, savoir comment il mange, quelle connaissance il a de l'alimentation, comment il peut arriver à adapter son alimentation par rapport à son terrain de vie. Et puis ensuite, après, arriver avec lui à, je dirais, comment dire, travailler ensemble en fait, c'est-à-dire avoir une sorte de contrat moral implicite qui nous permet, non pas moi je vous donne ça parce que je pense que c'est ça, mais arriver à voir par rapport à ses attentes et possibilités ce que moi je peux lui proposer. En fait, c'est un travail permanent en fait où on discute et on adapte en fait. Ça sort totalement d'un régime alimentaire, il n'y a pas de prescription, c'est vraiment... Je dirais que c'est vraiment une entraide, voilà. C'est vraiment perçu comme ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille. Alors, c'est vrai que j'utilise des outils de base, parce que je suis aussi micronutritionniste, et donc qui me permettent, en fait, je dirais, d'être plus à l'écoute des troubles que le patient ne peut pas automatiquement verbaliser. Et donc ça me permet comme ça moi de pouvoir m'appuyer sur certaines choses et de pouvoir lui proposer notamment des outils et des manières de faire plus adéquates. Mais quelle est la différence, je suis un peu provocateur, quelle est la différence entre les propositions que nous faisions avant à nos patients, parce que pendant un certain nombre d'années, on ne faisait pas ce genre de propositions-là. Et maintenant, nous avons des outils, et en particulier la biologie, qui est un outil intéressant. Est-ce que les résultats seront à la hauteur de la proposition? Quand on va proposer un bilan biologique à quelqu'un, est-ce qu'elle n'a pas l'habitude qu'on lui propose un bilan comme celui-là pour un problème de poids? Oui. Ben voilà. Alors, quel est l'avantage qu'on en tire? Quel est l'avantage pour le patient? L'avantage, c'est d'être un peu plus ciblé en fait sur notre prise en charge. Ça permet surtout pour des patients qui sont en échec, je dirais de la perte de poids, de pouvoir justement peut-être cibler et de leur faire comprendre pourquoi ils sont en échec et aussi de les déculpabiliser en fait par rapport à cet échec. Parce qu'en fait, en tant que, je dirais, professionnel de santé,
La prise en charge du poids est une prise en charge, excusez-moi le mot, mais qui est très lourde, qui demande un investissement personnel énorme de la part aussi bien du soignant que du patient. C'est quelque chose qui est très long dans le temps, c'est pas comme si on traite une angine. Et je pense qu'au départ, il est important d'arriver à créer un lien et que le patient puisse comprendre en fait que quelquefois, c'est pas lui seul qui ne met pas en application et c'est pour ça qu'il y a un échec. Donc l'apport de la biologie permet justement de pouvoir, je dirais, cibler un peu plus ses besoins et de pouvoir justement l'aider dans la prise en charge, de telle façon à ce qu'il puisse réaliser et, je dirais, reprendre les rênes de sa prise en charge. C'est surtout ça. Les résultats, quand la biologie elle est ciblée, quels sont les problèmes les plus fréquents qui sont en dessous de la demande du patient? Je crois qu'Isabelle a bien posé le problème. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut toujours voir la personne qui est devant nous d'abord comme une personne dans sa globalité, avec une demande effectivement, parce qu'on parle du poids, qui est le poids, d'accord ? Mais savoir se dire d'où elle vient, où elle en est, et qu'est-ce qu'elle risque. Donc on va faire un véritable état des lieux, et on va s'occuper de cette personne, parce qu'il n'est pas question de dire il y a quelque chose de tout près qu'on va sortir, je dirais, d'un tiroir et qu'on va donner. Sinon, il n'y aura pas effectivement, comme Isabelle a bien dit, c'est-à-dire ce langage, cette négociation, c'est en permanence un échange où il va falloir effectivement adapter le discours, parce que si on doit imposer, ça ne va pas se faire. D'accord ? Donc la personne, c'est vrai qu'elle va venir. Donc ça va être comme un contrat, ça va être une véritable alliance. D'accord ? Après, il va falloir dire, est-ce que cette personne présente un risque? Et il y a des outils ou de la biologie pour ça. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir du poids et qui n'auront pas de risque lié au poids, je dirais en termes, surtout on parle cardiovasculaire. Il faut savoir qu'un obèse n'est pas obligatoirement quelqu'un qui a sa vie en danger. Mais il faut savoir quel bilan je vais demander pour savoir est-ce que c'est vrai ou pas. De la même façon, je vais attirer tout de suite l'attention que quelqu'un qui est mince comme vous, Marius. Merci. Ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas un problème, je dirais, de risque cardiométabolique. Le seul avantage que j'ai, c'est que je suis averti. Vous êtes averti, un homme averti en vaut deux, donc c'est encore mieux. Donc je crois qu'il est important de bien poser cette notion. Et donc il y a des outils qui sont des outils d'abord cliniques, après qui vont poser des hypothèses, et à partir de ces hypothèses, on va les valider biologiquement. Et à partir de cela, on va avoir des outils biologiques qui vont dire est-ce que cette personne qui est en face de moi, mince, présente un risque cardiovasculaire? Parce que dès qu'on pense cardiovasculaire, on pense poids. Non. Et cette personne qui est devant moi, qui a un surpoids, a-t-elle un risque cardiovasculaire? Oui ou non? Et derrière, a-t-elle aussi un risque de faire un diabète? Et ça, on peut le savoir. D'accord ? Et on peut savoir où les... Mais il n'y a pas que ça dans le poids. Il y a aussi, en plus dans le poids, des risques qui sont liés à des problèmes comme le cancer. Et puis il y a aussi les risques de dépression, etc. Donc la personne qui vient avec le problème de poids, il faut faire vraiment un audit pour voir en quoi le poids peut être un handicap dans sa vie et un handicap santé et qualité de vie dans sa vie. Dans cet audit, quelle est la souffrance la plus commune qui revient? La souffrance la plus commune qui revient, c'est le regard des autres, souvent. L'ostracisme. Ouais, ça c'est le regard des autres. C'est on peut dire, le délit de faciès. Oui, souvent ils ont cette grande souffrance. Et souvent, parfois dans cette grande souffrance qu'ils ont, il y a une culpabilité, parce que parfois ils se disent, moi j'ai bien envie de faire quelque chose, et ils n'arrivent pas pour de multiples raisons que nous commençons à comprendre. Parce que parfois ils n'ont pas la main. Parce qu'ils n'ont pas la main, il y a d'autres mécanismes qui prennent la main au niveau physiopathologique qui font qu'ils peuvent vouloir et ne pas pouvoir. Et c'est là tout notre rôle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi culturellement aux Antilles un autre problème? C'est que pendant longtemps, on a pensé que les gens qui étaient gros étaient en bonne santé et que c'était ceux qui étaient minces qui n'étaient pas en bonne santé. Et souvent, quand les gens commencent à perdre du poids, quand nos patients perdent du poids, on dit, la première question qu'on leur pose, ou pas malade. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Je pense qu'il y a en effet une empreinte culturelle qui est importante. On a quand même en plus, je dirais, on n'habite pas très très loin des États-Unis et on a une grande influence, je dirais, américaine. Aux Antilles, on le voit par la nourriture déjà, l'implantation de certains fast-foods. Et c'est vrai que quand je prends en charge un patient au départ, j'essaie
j'essaie d'identifier ces freins. Ces freins, et puis aussi surtout ces facilités pour pouvoir appuyer dessus et ces qualités pour qu'il puisse se rendre compte qu'à certains moments quand il est découragé, on remet en fait en avant ses qualités. Et les freins sont importants parce que quand tu en effet quelqu'un qui souhaite perdre du poids consciemment, mais qui inconsciemment en fait associe la perte de poids ou à une certaine, je dirais, stature à une maladie, soit parce qu'il a perdu quelqu'un qui d'un seul coup maigri et comme par hasard on a trouvé une pathologie, va inconsciemment en fait arriver à un certain poids, reprendre, c'est-à-dire qu'il va manger, grignoter ou telle façon à se rassurer en fait pour dire qu'il n'est pas malade. Donc je pense que c'est important en effet de connaître et d'appréhender au départ les freins des patients. Sans compter l'influence de la famille. Je ne t'aime pas comme ça. Je préfère quand tu étais un peu plus ronde, quoi. Tu as plus de corps, tu as plus de fesses. Ça revient souvent. Tout changement est douloureux. Ouais. Je dirais pour le patient lui-même qui malheureusement ne se voit pas, même en ayant perdu du poids, il se voit toujours gros. Le schéma corporel, en fait, met beaucoup de temps à changer. C'est ce que j'explique aux patients souvent. Et je leur demande d'ailleurs d'utiliser des photos ou qui leur permettent vraiment de se voir comme ils sont. Et puis deuxièmement, en fait, je travaille aussi beaucoup, c'est ça que la prise en charge est longue et difficile, sur justement... je dirais le fait qu'ils ne soient pas trop sensibles à ce que peuvent dire les autres personnes. Qu'ils se voient eux en tant qu'individus, qu'ils prennent conscience des améliorations chez eux par rapport en lien avec cette perte de poids. Ça peut être juste j'arrive à attacher mes chaussures mieux ou j'arrive maintenant quand j'attache mon pantalon à pouvoir voir mes pieds, c'est certains hommes qui me le disent. Je pense qu'il faut vraiment noter toutes les améliorations pour que le patient se sente bien dans ce nouveau corps et comprendre aussi que tout changement qu'il change quoi que ce soit, sa manière d'être, sa manière de s'habiller, va automatiquement entraîner des désordres chez les autres en fait, qui ont tendance à le mettre dans un carcan, le voir comme il est là, et il faut qu'il reste comme il est là. Et voilà, c'est un papillon, un petit ver qui devient un papillon, il faut du temps, je veux dire, il faut aussi que les autres personnes acceptent ce changement. Isabelle, la jalousie des femmes entre elles, quand il y en a une qui amincit. Je le vois pas trop, moi. Ce que je vois surtout, c'est certains hommes qui se rendent compte quand leurs femmes maigrissent qu'elles sont plus désirables aux yeux des autres hommes. C'est surtout ça. C'est hyper classique, ça. Voilà. C'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Ouais. Donc, en général, il y en a certains qui aiment bien que leurs femmes restent rondes. Moi, il m'est arrivé plusieurs histoires, mais celle était la plus belle. C'est le monsieur qui n'est jamais venu et puis brusquement qui décide de venir prendre un rendez-vous pour lui. Et puis en fait, qui ne vient jamais au rendez-vous, mais il était venu voir ma tête. Tout à fait. Sa femme était assidûment chez toi. Voilà. Non, il ne comprenait pas. Alors, on a parlé des outils tout à l'heure, de la biologie, mais il y a aussi d'autres outils qui sont à notre disposition maintenant. Lesquels ? D'autres outils. Parce qu'on parle beaucoup d'impédance-métrie. Oui. Donc, est-ce que tu peux expliquer à nos amis de l'autre côté de l'écran ce que ça peut être l'impédance-métrie, quelle est l'utilisation et pourquoi ? Alors l'impédance-métrie, c'est pas quelque chose que j'utilise moi couramment à mon cabinet déjà, tout simplement parce que je pense que ça prend du temps, il faut être aussi formé pour ça et ça a un coût. Oui, d'accord. Donc déjà en fait, si tu veux, mes consultations déjà de nutrition sont déjà plus chères que les consultations normales, vu que ça demande du temps et que la démarche est différente. Donc c'est vrai que pour l'instant, je n'ai pas encore, investi en fait dans un matériel pour pouvoir faire justement l'impédance-métrie. Après l'impédance-métrie, je pense qu'elle a quand même son utilité parce qu'elle permet, le patient quand on le voit, on est en incapacité de savoir sa composition corporelle. Je veux dire, pour une même enveloppe corporelle, un patient peut avoir plus de liquide en fait à l'extérieur, entre guillemets, de son corps, extracorporel qu'en intracorporel. Et c'est vrai que je dirais que pour être plus ciblé dans les conseils, il vaudrait mieux en fait avoir, une base au départ qui nous permet de dire écoutez, par rapport à ça, je pense qu'il vaut mieux que vous fassiez ça ou ça. Mais c'est vrai que c'est pas un outil que j'utilise. Je pense que c'est peut-être plus Louis qui l'utilise que moi et qui pourrait peut-être éventuellement répondre là-dessus. Alors Louis. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai moins l'expertise qu'Isabelle dans la problématique du poids. C'est-à-dire je vois des gens qui viennent pour du poids, mais beaucoup moins qu'Isabelle. Mais je me sers de cet outil de façon régulière dans ma consultation. Pour le poids, mais pour monsieur tout le monde. Et moi, ce qui m'a interpellé,
c'est de trouver chez des gens qui paraissent d'une corpulence normale de la dénutrition. Parce que cet outil peut montrer aussi bien qu'on peut être gros et plein de vide, mais être normal et être dénutri. Donc c'est cette notion, ça m'interpelle. C'est-à-dire que quand on voit quelqu'un, on ne peut pas savoir comment il est constitué. C'est de la même façon que quand vous voyez une maison à l'extérieur, vous ne savez pas comment elle est constituée, quel matériau et comment elle est à l'intérieur. Donc c'est ça l'impédancemétrie. L'impédancemétrie permet de voir, comme dit Isabelle, la répartition de l'eau, la répartition de la masse maigre, c'est-à-dire du muscle, la répartition de la masse grasse, la répartition de la masse sèche. Donc on voit beaucoup de choses, la nourriture, la dénutrition, la possible ostéoporose. Voilà, donc ça me donne une voie d'entrée un peu globale et à partir de cela, je peux me dire, tiens, si je vois un risque d'ostéoporose, ben je prescris une ostéodensitométrie pour valider ou pas valider. Et puis si je vois à ce moment-là qu'il y a un risque éventuel de dénutrition, là, je vais prescrire des examens biologiques pour regarder si l'alimentation est adaptée à cette personne. Donc c'est un outil, je dirais, qui me permet de faire un état des lieux, je dirais, de l'extérieur. Ouais. Donc il n'est pas utilisé seulement pour le poids, il peut être utilisé par exemple chez la personne âgée. Ah tout à fait. Il peut être utilisé chez monsieur tout le monde. Et moi, les fois où j'ai été le plus surpris, c'est effectivement chez la femme de 45-50 ans, qui est en général svelte, bien, corpulence bien, par rapport, on va dire, si on prend le schéma classique, avec un BMI qui est pas trop mal, aux alentours de 22, c'est-à-dire l'indice de masse corporelle, hein, donc, qui est aux alentours de 22, donc qui rentre dans les créneaux de la personne statistiquement bien, et puis bingo, on trouve qu'il y a une dénutrition, quoi. Et voilà, et puis du coup, on dose la préalbumine et on voit qu'il y a la préalbumine qui permet de voir comment est le rapport ou l'apport protéique qui va faire la masse musculaire derrière, et on voit qu'il y a une problématique. Donc, c'est un examen pour moi que j'intègre moi dans ma consultation, mais de façon globale. Est-ce qu'il est pensable maintenant de concevoir un accompagnement pour une perte de poids, puisqu'il faut appeler ça comme ça, sans biologie? Je pense que c'est difficilement concevable. Avec l'évolution, en fait, je dirais, de mes formations, je me rends compte qu'on a souvent des idées préconçues, en fait, sur les personnes en surpoids ou en obésité, et qu'à l'heure actuelle, en fait, je dirais, pour arriver vraiment à avoir une prise en charge qui soit individuelle et adaptée, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. La vision de la personne n'est pas suffisante maintenant pour pouvoir la conseiller. Moi, c'est ce que je dirais. Et donc, je pense que mes patients avec qui je travaille ont conscience de ça, parce que je leur explique. Je leur explique d'ailleurs pourquoi je fais tel bilan. Je leur explique les résultats des analyses également, et ce pourquoi je le prescris telle ou telle chose. C'est pas des prescriptions à l'aveugle, ce sont des prescriptions qui sont ciblées et qu'on recontrôle après justement, et qui permettent justement d'avoir, même pour des choses qu'on ne voit pas, Louis a parlé de dénutrition. La dénutrition, c'est, je veux dire, il y a plusieurs types de dénutrition, hein. Soit on surutilise, soit on n'a pas assez d'apport, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut handicaper la personne en fait dans sa prise en charge. Donc c'est important vraiment je dirais, de déblayer le terrain, et je me rends compte au fur et à mesure que j'avance dans le poids, que le poids est de plus en plus complexe en fait. Et d'où la difficulté, je dirais, de prendre ces patients en charge, d'où la difficulté et je dirais des fois la résistance à la perte de poids, qui n'est en aucun cas le plus souvent liée au patient, mais qui est liée à son incapacité à mettre en place certaines choses. Et donc je pense que vraiment la biologie permet là de cibler et vraiment de comprendre des fois certains mécanismes, de pouvoir déculpabiliser le patient aussi par rapport à ces certains mécanismes, et puis moi surtout de pouvoir avoir d'autres pistes de travail. Tout simplement. Et de pouvoir me dire que voilà, et dire aux patients aussi qu'il faudra peut-être tant de temps pour arriver à ça. Et puis après, tant de temps pour après arriver à un autre stade. Ce qui fait que lui, ça lui permet aussi d'avoir une globalité dans sa prise en charge et d'être un peu plus patient. Voilà. D'un autre côté, ce qui me met en difficulté, c'est toutes les prises en charge un petit peu sauvages qui existent à l'heure actuelle et qui font croire encore aux patients qu'il suffit juste de diminuer je dirais ses apports pour maigrir. Si c'était aussi simple, il n'y aurait pas de personne. Il y a longtemps qu'on le saurait. Voilà. Il y a longtemps. Et à la rigueur, je dirais toute personne qui déciderait d'un seul coup de faire un régime, elle perdrait du poids. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter de dire aux patients que c'est juste vous mangez trop, et dans ce cas-là, en mangeant moins, vous perdez du poids. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment maintenant comprendre que le poids est complexe, que ça sous-entend plein de pathologies, comme l'a dit Louis tout à l'heure, et que malheureusement, une fois que c'est installé avec des régimes yo-yo, c'est d'autant plus difficile à perdre. Parce qu'il y a d'autres pathologies qui se sont installées entre-temps et qu'il faut composer avec ces pathologies. Est-ce que, Louis, le fonctionnement de l'intestin, qui
qui est une des grandes habitudes du docteur Berthelot, est-ce que le rôle que joue cet intestin dans la prise en compte du poids? On a beaucoup travaillé dessus et c'est ce que je disais à Isabelle. J'ai encore relu pas mal de revues et pas mal de publications sur le poids. Je pense que c'est impossible. Plus je vais, et puis Isabelle dira ce qu'elle en pense, impossible, je dirais, de gérer ces poids, je dirais, récidivants, résistants, sans s'occuper du ventre. C'est impossible. Je vais vous donner un exemple sur une étude qui avait été faite, qu'on n'avait pas compris, et où on prend des souris axéniques. Ça veut dire des souris que lorsqu'elles naissent, elles n'ont pas de tube digestif. Très bien. Elles n'ont pas de panneau tube digestif, elles n'ont pas de microbiote, c'est-à-dire de flore intestinale. D'accord. Et donc, ces souris, pour qu'elles puissent maintenir leur poids, elles doivent manger 30% de nourriture en plus et elles tiennent difficilement leur poids. Et leur poids, par rapport à la même lignée qui aura un microbiote, est quand même inférieur. Si on leur transplante le microbiote de la lignée qui a un poids normal, ces souris, en 15 jours, prennent du poids en mangeant beaucoup moins et rejoignent le poids des souris qui ont un microbiote identique. Si on prend une autre lignée de souris, toujours axéniques, qui ont du mal, qui mangent 30% de calories en plus pour tenir leur poids, et on leur met le microbiote d'une souris obèse, en moins de 15 jours, elles deviennent obèses. Ça, c'est des travaux qui ont été faits par Jeffrey Gordon. Ce qu'il a montré, qui posait la question, c'est qu'est-ce qui se passe? Quel pouvait être le lien qui puisse expliquer la problématique? D'accord. Ce qui veut dire que lorsque nous avons un microbiote, ce microbiote, il a une action métabolique. Donc il va nous servir, à nous, humains, à faire un travail que nous ne savons pas faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la rentabilité énergétique. Donc il arrive à un moment donné où les bactéries vont faire un travail qu'on ne sait pas faire. Ce travail va servir à faire quoi? À s'occuper, je dirais, de nos cellules pour que notre métabolisme fonctionne bien. On appelle ça un processus de fermentation et il y aura plusieurs types, je dirais, on appelle ça des acides gras volatiles. Donc on voit bien qu'à partir d'une flore, il y a une vraie relation avec la capacité d'emmagasiner l'énergie, donc à faire du gras. Alors maintenant, il y a la possibilité de pouvoir savoir quelle est la nature de ce microbiote. Oui. Biologiquement, on peut. Il y a un bilan biologique qui permet de faire cela. Oui, on peut. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'à partir de ça, on commence à comprendre des mécanismes. Donc, pourquoi cette personne qui va manger, et il y en a qui vont mentir, mais à qui va vous dire vraiment, je mange peu, et j'ai l'impression que je mange peu et j'emmagasine, oui, on comprend. Elle ment pas. C'est-à-dire, elle va emmagasiner. C'est comme si, effectivement, tout ce qu'elle mange va être stocké, va favoriser ce qu'on appelle la lipogénèse, c'est-à-dire la capacité à faire du gras. Et ça, c'est la dysbiose. Donc, dès qu'il y aura un phénomène de dysbiose, on peut avoir un phénomène, je dirais, de poids. Oui, on peut maintenant, comme vous dites, regarder le microbiote. Moi, je dirais que c'est le 3e niveau. On sera obligé d'y aller à un moment donné. Mais déjà, quand on a compris ça, on peut regarder une analyse intéressante, c'est quel type d'acide gras est en train de fabriquer mon microbiote, et quand je sais le type d'acide gras qu'il fabrique, s'il fabrique beaucoup plus de propionate ou beaucoup plus d'acétate, c'est complètement différent que s'il fabrique beaucoup plus de butyrate. On commence à comprendre tout ça. Alors, est-ce que vous voulez expliquer à nos téléspectateurs? N'oubliez pas que je suis là pour les représenter. Oui. Moi, tous ceux dont vous parlez, on en a déjà parlé 50 fois ensemble. Donc, mais eux, de l'autre côté, ils ne savent pas. Propionate, butyrate, dites-leur. Ça veut dire que ces bactéries qui sont dans notre ventre, qui sont formées de familles, alors il y a des grands phyla, avec des répartitions, ont des capacités. On va dire qu'ils ont des dents et ils ont une façon de mastiquer. Et dans leur façon de mastiquer, ils vont sortir des gros morceaux, des moyens morceaux, des petits morceaux. Ce sont des métaphores, ce sont des images. Donc acétate, butyrate, propionate, dans leur façon de mastiquer.
Donc vous comprenez très bien, si la famille qui sort les gros morceaux est prioritaire, donc ce que je vais manger va plutôt sortir des gros morceaux. Et si c'est de l'acétate, ça va favoriser ce qu'on appelle un phénomène qui est un phénomène inflammatoire, qui fait, on est presque certain maintenant, le lit de 98% des pathologies de civilisation, dont le surpoids, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. Il y aura donc ce qu'on appelle un phénomène inflammatoire local lié à un mécanisme qui va faire la dysbiose, qui va faire passer, je dirais, dans le courant sanguin ce qu'on appelle les bactéries qui à ce moment-là vont mourir, mais leur paroi va venir exciter les macrophages et entraîner un phénomène qu'on connaît très bien. Donc on voit très bien que le type de bactéries, le type de mastication, puisque j'ai pris cette métaphore, sortant un certain type de morceau, va entraîner des mécanismes qu'on commence à bien connaître. Donc on ne peut pas, à mon avis, dans des problèmes de poids résistants, ne pas déjà regarder comment se passe ce processus de fermentation. Et puis si on voit qu'il est vraiment très perturbé, il va falloir le gérer. Et si on n'arrive pas à le gérer, ce sera donc incontournable d'aller regarder le microbiote pour comprendre maintenant comment est fait la famille et comment aider, parce qu'on peut refaçonner un microbiote. C'est ça que nous sommes en train de comprendre. On peut refaçonner un microbiote. Et ça ne se passe pas par des médicaments. Ça se passe par l'alimentation. La révolution alimentaire. Oui, parce qu'on s'est bien rendu compte que si vous mangez très gras, très sucré, ce qui n'est pas notre cas aux Antilles, on ne mange pas comme ça du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Eh bien, vous allez, en 48 heures, vous changez votre microbiote. Donc vous comprenez très bien qu'on peut le refaçonner. Mais ça va demander un effort, je dirais, et effectivement, une prise en charge, une explication pour que la personne puisse comprendre. Parce que beaucoup de personnes disent, je suis venu pour mon poids, pourquoi je cherche là? On vient pour prendre en moins, on va pas venir pour vendre en moins. Voilà. Mais il faut expliquer. Ça va passer donc par une explication, par une pédagogie. Et ça, il y a de multiples travaux. Donc ce n'est pas effectivement, je dirais, entre guillemets, le dada ou le hobby de Louis Berthelot. C'est la science. Oui, mais le dada de Louis Berthelot qu'il a su nous insuffler. Exactement. Il a su nous insuffler. Mais bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Isabelle, mais de cette relation entre poids et intestin. Non, c'est une relation qui est primordiale. Mais le patient commence à le comprendre parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas trop à l'écoute le plus souvent de leur tube digestif, on dira. Mais quand on remet le doigt dessus, je pense qu'ils se rendent compte en effet que quelquefois leur selle n'est peut-être pas aussi moulée qu'elle devrait l'être, ou alors qu'ils ont quelquefois des accélérations du transit. Enfin, donc ils arrivent en fait à remettre après un petit doigt dessus en fait. Mais c'est vrai que tout processus prend du temps pour inverser, malheureusement. Mais d'en prendre conscience déjà, d'aller peut-être plus loin en effet avec certains acides gras à courte chaîne dont a parlé Louis, propionate et butyrate et acétate, permet aussi en fait de pouvoir aller justement sur ces résistances à la perte de poids et de pouvoir peut-être proposer autre chose à un patient. Donc ce sont des voies d'avenir qui sont quand même à ne pas négliger et qui malheureusement ont un coût. Ouais. Voilà. Mais après, je dirais... C'est un problème de choix de santé. Mais je crois que grâce à la prise de conscience qu'on peut créer chez le patient, le coût devient secondaire. Je pense qu'un patient qui souhaite réellement préserver sa santé, en effet, va trouver, entre guillemets, les moyens de... Puis après, c'est aussi dans la discussion. C'est aussi, voilà, je propose telle chose, j'explique pourquoi je propose. Le patient, après, est en décision ou pas de le faire. Mais je pense que déjà, d'expliquer pourquoi on le fait, je pense, moi je le vois, la majorité de ma patientèle est en accord pour pouvoir le faire. Il va peut-être le faire en 2 fois ou en 3 fois, mais le but c'est d'arriver à comprendre, je fais ça parce qu'il va y avoir telle chose. C'est ça en fait. C'est pas de dire je fais un bilan parce que je pense que ça devrait bien le faire. Bon voilà, en ce moment j'ai vu ça. C'est pas, vous n'êtes pas dans une étude. C'est vraiment je fais ça parce que là pour l'instant on a essayé plein de choses, ça ne fonctionne pas. Et je pense qu'il va falloir essayer de voir s'il n'y a pas un autre verrou qui permet de. Et le patient il le comprend. Surtout si après vous avez une proposition à lui faire. C'est surtout ça. Donc je pense qu'il faut vraiment maintenant sortir le poids de son contexte, juste vous mangez trop, vous grossissez, d'accord ? Il faut vraiment rentrer maintenant dans le processus que le poids est un problème complexe qui, je dirais, se complexifie avec le temps et avec les prises en charge un petit peu sauvages qui ont lieu, et que quelquefois, malheureusement, il faut d'abord réparer avant d'envisager en fait une nouvelle perte de poids.
c'est ça. Moi, c'est comme ça maintenant que je le conçois, en fait. Donc, j'explique que ça va prendre du temps. Pour les patients qui ne veulent pas, il faut une autre prise en charge. Je veux dire, moi, je fonctionne comme ça parce que moi, ma priorité, c'est la préservation de la santé de mon patient. Voilà. Santé aussi bien physique que morale. Je veux dire, c'est une prise en charge qui est globale. Donc après, c'est ma méthode de travail et je l'impose, je dirais peut-être, mais on a toujours le choix. Non, mais ça peut se comprendre parce que je travaille comme ça. J'explique surtout que c'est très long. C'est une des premières choses à dire parce qu'on ne perd pas du poids en 24 heures. Or, souvent, je dis les femmes parce qu'en général, ce sont les femmes qui sont conscientes de leur poids. Il y a une sorte d'impatience à partir du moment où elles ont décidé de perdre du poids. Il y a une sorte d'impatience légitime d'ailleurs. Hein. Mais combien de kilos je vais perdre? En combien de temps? Donc nous ne sommes pas des fakirs, on ne peut pas faire de prédictions, c'est difficile. Chaque histoire est différente parce que nous sommes tous uniques, importants. Ouais. Donc il faut que les gens apprennent que leur histoire sera la leur, quoi. Tout à fait, puis qu'ils deviennent aussi acteurs de leur prise en charge. C'est pas c'est vous qui me portez, qui me proposez tout et je fais, c'est aussi moi, qu'est-ce que je peux faire. Voilà, qu'est-ce que je peux moi mettre dedans, sur combien de temps, et puis voilà, on y va. Je parle beaucoup de complicité. Je dis si vous. Ah, mais c'est hyper important. Si jamais nous ne sommes pas complices, je vous tiens la main, mais si vous la lâchez. C'est hyper important. Moi, je suis là juste pour guider. Je ne suis pas là pour. J'essaie vraiment de me former régulièrement parce que je me rends compte que les choses évoluent très vite, comme dit Louis. Et je pense que c'est important pour pouvoir apporter des choses nouvelles et même comprendre nous-mêmes ce qui se passe, pouvoir se former. Mais après, moi, je ne suis pas là pour tenir la main du patient. Je suis là pour le guider dans son chemin, pour travailler avec lui, d'accord, et pour évoluer aussi avec lui. Parce que beaucoup de patients me font évoluer, me font aussi me poser des questions sur ma prise en charge et me font aussi adapter ma prise en charge. Donc c'est vraiment un travail qui est, je dirais, conjoint. C'est vraiment une interaction. Donc après, voilà, moi j'entends le fait que la personne soit pressée, mais plus on est pressé, c'est l'effet boomerang, plus ça revient en pleine figure. Il faut être patient. Non, de toute façon, les gens qui sont pressés, c'est pas dans nos cabinets qu'ils viennent, ils vont ailleurs en général. En général, mais ils reviennent souvent à nos cabinets. Ils reviennent après. Ils reviennent souvent au cabinet. Non, parce qu'il y a tellement de propositions. C'est vrai. J'ai vu une émission lundi soir sur notre chaîne, mais il y a des propositions diverses entre le massage, le régime, la cryothérapie. Il y a de quoi faire, quoi. C'est surtout qu'on essaie de répondre à une demande consciente du patient, en sachant très bien que ça ne fonctionne pas. Mais bon, le but c'est d'essayer de le satisfaire sur le moment. Et ça marche. Ça marche temporairement. Ça marche temporairement, mais ça marche parce que ces endroits-là continuent et ils vont continuer à avoir du monde et ces gens-là seront déçus au bout du chemin. Parce qu'ils travaillent en fait sur, je dirais, l'espérance des gens. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, je dis pas que c'est pas nécessaire. Quelquefois, il est nécessaire d'avoir aussi un massage en complément. Ah oui, bien sûr. Et je pense que de faire croire aux gens, de faire croire aux personnes que c'est simple de maigrir, je pense que c'est cela devient l'erreur. Et je pense que c'est tout sauf simple de maigrir. Voilà. Ouais. Et que c'est pas juste en faisant un massage et en disant manger moins de calories que ça va faire quoi que ce soit. Je pense souvent l'exemple à mes patients, un carré de chocolat et une pomme, ça rapporte le même nombre de calories. D'accord, mais la composition n'est pas la même. Vous mangez un carré de chocolat tous les jours et une pomme tous les jours, vous n'aurez pas le même résultat au bout du compte. Donc c'est pas qu'une question de calories, c'est aussi une question de capacité emmagasiner, c'est aussi une question de, au moment où vous le mangez, comment vous êtes, c'est plein de choses qui sont prises en compte. Voilà. Donc c'est en aucun cas diaboliser aucun aliment. Très certainement. Et puis, comme disait Isabelle, moi je crois que c'est important de faire l'état des lieux et de voir les verrous possibles. Parce qu'il y a des verrous, quand la personne a cette résistance à la perte de poids. Donc les verrous peuvent être multiples. Et c'est parce qu'on comprend le mécanisme physiopathologique qu'on ne va pas effectivement d'abord culpabiliser le patient. Vous auriez dû, vous n'ayez pas pu. Voilà. C'est dommage, ce genre de mais ça existe encore. Ça existe ce genre de discours-là, c'est dommage. Dans certaines personnes qui font de la prise en charge, ça existe encore. Voilà. Donc, c'est sûr. Et effectivement, moi j'avais une phrase que j'avais très souvent dans mon cabinet médical, et je pense qu'elle est excellente. C'est le possible est déjà fait. L'impossible, nous le faisons de suite. Et pour les miracles, prière de prévoir un délai. Donc, je crois. Peut-être le même. Moi, je la trouve très bonne et je la répète souvent à mes patients parce que de toute façon, c'est impossible. Et je répète ce qu'il avait dit. C'est complexe le poids. Si c'était facile, je pense que de toute façon, d'ailleurs, on n'aurait pas pris autant de temps déjà pour comprendre tous ces mécanismes physiopathologiques. Il y a longtemps qu'on aurait résolu le problème.
Et si c'était si simple, toutes les complications du surpoids, elles auraient été très faciles. Parce que même quand on voit parfois le surpoids et qu'on voit ces complications, c'est déjà pas facile de faire marche arrière. Parce que c'est un processus qui, bien avant que le poids parfois s'installe, il y a un processus sous-jacent, je dirais, qui lui creuse effectivement le sillon pendant des années. Et souvent, les patients qui arrivent dans nos cabinets, ils ont entendu parler de nous, et ils vont dire, est-ce qu'il paraît que vous faites des miracles? Et ça, c'est l'histoire difficile. Non. C'est pas possible. Je tout de suite les choses. Ouais, voilà. Il ne faut pas non plus on ne fait pas de miracle. Au-delà de nos possibilités. Il faut rester à son humble place et faire comprendre aux personnes tout simplement que c'est pas un miracle. C'est juste que la prise en charge, elle est plus globale. Elle n'est pas juste sur le nombre de calories qu'ils vont ingérer. Voilà. Et que l'histoire de leur cousine n'est pas la leur. Pas du tout. Exactement, tout à fait. Même l'histoire de leur sœur. L'histoire d'un poids, comme dit Isabelle, d'un poids à l'autre n'est pas la même. Parce que le risque n'est pas le même. Et qui parfois, je dirais, vous pouvez avoir quelqu'un qui va perdre peu de poids, mais elle va perdre un risque, un véritable risque. Si elle perd ce risque cardio-métabolique, ou ce risque de diabète, ou ce risque cancéreux, c'est énorme. Donc, elle est dans un poids, dans un surpoids, mais elle peut être en santé dans un surpoids. C'est ça qui veut. Donc, on peut se retrouver avec une perte des risques. Ça ne se voit pas, le risque, mais il est là. Parce que, effectivement, moi, je continue à dire que quand le problème arrive, ou la complication arrive, elle arrive soudainement, mais apparemment soudainement. Mais le sillon qu'il a creusé, c'est fait pendant des années. Le chemin a été long. Était très long. Isabelle, quand la majorité des patients qui viennent chez toi, quel est le point commun, celui qui revient le plus souvent? Est-ce que c'est souvent lié au ventre, à des douleurs abdominales? Enfin, comment ça se passe? La majeure partie des personnes qui viennent chez moi viennent pour perdre du poids. Mais maintenant, en fait, je me rends compte que leur demande primum, même si c'est la perte de poids, c'est aussi préserver leur santé. En fait, ils mettent ça en avant. Et une des choses qui revient souvent maintenant, et ça m'a un petit peu interloquée, c'est « je ne sais plus comment manger ». Et en fait, que ce soit les personnes qui sont en surpoids, en obésité, même en poids normal, elles ne savent plus à l'heure actuelle, avec tous les messages qu'on peut transmettre dans la presse et avec toutes les émissions qu'il peut y avoir, comment arriver à un équilibre alimentaire. Elles sont totalement perdues en fait. Parce qu'il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de contre-propositions, il y a beaucoup de choses qui sont dites en fait qui n'ont pas de fondement le plus souvent, avec beaucoup de régimes en vogue en plus. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, il y a une telle déstructuration de l'alimentation qu'elles ne savent même plus comment composer naturellement un repas. Et donc des fois, on revient en fait à la base de l'alimentation. Et donc c'est super intéressant, parce que c'est super riche, on en profite pour pouvoir échanger. Mais je dirais pas que la demande primum, c'est pas les troubles digestifs en fait. Ceux qui viennent pour les troubles digestifs, c'est spécifique troubles digestifs. Mais ceux qui viennent pour le poids, le plus souvent, c'est je ne sais plus comment manger. Voilà. Je n'arrive plus à m'alimenter. Et puis surtout, c'est que j'aimerais pouvoir préserver ma santé. Parce qu'ils ont commencé à associer maintenant que automatiquement obésité, c'est pas toujours un problème de santé. Il y a des gens qui sont maintenant en surpoids, qui se rendent compte qu'ils ont du diabète, du cholestérol, alors dans la famille, il n'y en a pas. Et qui se demandent si c'est pas... comment ça se fait que... Ils initient la chose. Voilà, comment ça se fait que eux et ça, alors dans la famille, il n'y a pas, et qu'on leur a toujours dit que c'était d'origine familiale. Et donc, en fait, il y a quand même, je pense, maintenant des questions. Les gens se posent des questions, ils s'interrogent, ils se, renseignent beaucoup. Beaucoup de patients savent des choses. Et maintenant, ils aimeraient juste, en fait, être au fait vraiment de ce qui est. Pour pouvoir, justement, se prendre en charge leur famille et pouvoir dispenser un discours qui est un discours cohérent. Alors, quand ils viennent te voir, est-ce que souvent la famille les accompagne au cabinet, ou bien est-ce que le mari est avec elle dans la démarche, parce que je parle beaucoup de femmes. Oui, tout à fait. Ouais. Alors ça arrive maintenant qu'en effet les maris accompagnent, ne serait-ce que par curiosité, je pense. Et surtout, c'est qu'en fait, à la patiente, je dis souvent que la prise en charge n'est pas que personnelle, c'est une prise en charge qui est familiale, d'accord ? Le but, c'est pas qu'elle instaure une alimentation spécifique pour elle. Ce qui est bénéfique pour elle est bénéfique aussi pour les autres. Après, c'est juste une question d'adaptation de quantité, peut-être, par rapport à son mari ou à ses enfants. Mais c'est vraiment une prise en charge qui est globale, holistique. C'est la famille, en fait. C'est-à-dire que les bienfaits qu'elle va avoir, elle, il faut qu'elle en fasse profiter les autres. Parce que quelque part, c'est éducationnel pour elle, mais c'est aussi éducationnel pour les autres. Donc c'est vrai que souvent les maris accompagnent, en tout cas moi je l'encourage, de telle façon à ce que lui-même aussi pose des questions.
Parce que le plus souvent, il pense que sa femme va faire un énième régime, alors que c'est surtout pas ça. Parce qu'en fait, il peut la culpabiliser après en lui disant « Oui, je comprends pas, dans le régime de ton médecin, elle t'a autorisé à manger ça, ça paraît surprenant. » Alors qu'en fait, c'est pas un régime. Elle peut manger de tout. Après, on va travailler sur certaines associations en fonction de sa pathologie ou en fonction, je vais en effet lui conseiller telle ou telle chose. Et puis, c'est important aussi que les enfants en profitent parce que je dirais, c'est un peu le terreau, les enfants. C'est-à-dire que c'est des adultes en devenir et que je pense que s'ils adaptent et ils adoptent de bons conseils alimentaires tout petits, c'est des choses qu'ils peuvent garder plus facilement après. Donc, c'est vraiment important qu'en effet, il y ait une prise en charge qui soit globale. Maintenant, dans les écoles, il y a de plus en plus des réunions qui sont organisées pour le petit déjeuner des enfants pour leur donner de nouvelles habitudes. Mais est-ce que celle-là, sans vouloir dire du mal, hein, on va y venir, est-ce que ces petits déjeuners correspondent vraiment à notre réalité ? Alors je dirais que dans la démarche, c'est quelque chose de très positif. Après, c'est que les personnes qui interviennent ne sont pas toujours formées pour ça. Et je dirais que surtout que le message qui passe auprès des enfants n'est pas clair. C'est-à-dire que les enfants le voient comme un jeu. On va prendre un petit déjeuner supplémentaire à l'école, qui le plus souvent est un petit déjeuner sucré. D'accord ? Et qui ne va faire en fait que, je dirais, aggraver déjà ou appuyer leurs mauvaises habitudes alimentaires. Donc en soi c'est positif, mais je pense qu'il faudrait déjà faire un travail en amont, qui quelquefois est fait dans certaines écoles, je ne néglige pas, mais surtout c'est arriver à recentrer aussi l'alimentation sur une alimentation plus locale. Il faut arrêter de vouloir faire un petit déjeuner type métropolitain. On a beaucoup de choses très riches ici en Martinique, et je pense qu'il faut vraiment arriver à réadapter et à faire comprendre aux enfants l'essentiel du petit déjeuner. Mais après aussi ne pas les culpabiliser parce qu'ils ne prennent pas un petit déjeuner. Voilà. Et donc pour l'instant, l'utilité des petits déjeuners à l'école, je ne l'ai pas vraiment trouvé en fait. Ça sert juste de collation supplémentaire aux enfants qui ont déjà pris un petit déjeuner en général avant, et ce qui fait qu'ils ne mangent pas à midi. Le plus souvent, c'est ce qui se passe. Et après, je dirais, une fois que ce petit éveil a été fait, il n'y a pas de travail en aval. C'est-à-dire que l'enfant, il a oublié ce qu'il a vu ce jour-là, à part qu'il a trouvé ça sympa, parce qu'on a tous pris un petit truc sympa entre copains. Mais je veux dire, il n'y a pas de travail, ça n'a pas été repris après, il n'y a pas de travail qui a été fait sur ça. La famille, souvent, n'est pas impliquée, il n'y a pas d'évaluation par rapport à ce qui a été fait, donc en fait, souvent, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et d'ailleurs, je crois, pour avoir discuté avec certains médecins scolaires, que ça va être abandonné. Mais c'était pas fait sous la direction des médecins scolaires ? Plus ou moins, c'est pas eux qui l'avaient initié au départ. Il y avait les infirmières scolaires qui l'avaient initié, après ça avait été les médecins scolaires, après un partenariat éventuellement avec les deux. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'ils n'ont pas peut-être les moyens, d'après ce que j'ai compris en humain, je parle, parce qu'ils sont quand même pas très nombreux, les médecins scolaires, pour pouvoir faire ce type de travail. Et puis je pense surtout, c'est que c'est un travail qui doit être fait dans un cadre. Il faut l'instaurer dans un cadre en fait déjà avec des balises qui ont été mises au départ, et surtout essayer de vraiment faire comprendre à l'enfant que c'est pour ça qu'on le fait faire, et non pas juste comme un jeu, un truc supplémentaire parce que c'est mis dans l'éducation nationale qu'il faut parler du petit déjeuner. Voilà. Je pense que vraiment ça doit être quelque chose qui doit être en lien avec d'autres choses, et peut-être faire venir aussi des intervenants extérieurs. Voilà, qui peuvent éventuellement argumenter ou appuyer ce que dit le médecin. Voilà, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une interaction et que ça soit repris en fait au niveau scolaire. Or, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop l'effet, moi, ou l'efficacité. Quel est l'espoir pour les problèmes d'obésité ? L'espoir ? Ouais. Énorme. Il est énorme. Parce qu'on comprend, je dirais, justement, grâce aux études, les mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent la problématique. Mais c'est complexe. Et ça ne va pas se faire comme ça. D'abord, ça va se faire avec un partenariat. J'aimerais bien insister dessus. Ça va se faire parce que, moi je dis, quelle que soit la compétence, je dirais, du médecin, la première chose qui est importante, c'est l'échange. Ça passe ou ça passe pas. Moi je dis à mes patients, vous êtes avec un confrère, avec un médecin, si ça passe pas, aussi bon soit-il, il faut changer de médecin. Maintenant, il faut d'abord qu'il y ait cette relation, qu'elle est importante, parce qu'il y a vraiment un contrat, il y aura une intimité. Et en plus de ça, il y a du temps qui va se passer dans ces problèmes complexes. Et puis après, il y aura l'explication. Donc il faut avoir après cette expertise pour parfois faire des schémas, expliquer les mécanismes physiopathologiques, donner de la lecture pour expliquer pourquoi on fait ça. D'accord ? Et parce qu'on commence à comprendre et on voit que c'est complexe. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on voit quelqu'un qui a un problème de poids
L'histoire, elle est commencée depuis très longtemps, d'autant plus qu'elle a peut-être déjà fait de nombreux régimes, yo-yo, et puis voilà. Donc, ça va être encore plus difficile. Et quand on connaît les mécanismes, eh ben, on essaie d'agir. C'est pourquoi je dis que l'espoir est là. Mais c'est pas parce que l'espoir est là que la réalisation est facile. Hein. C'est du boulot. C'est du boulot. Isabelle, on arrive à la fin de notre émission. Si jamais tu avais une phrase pour conclure sur le problème du poids à la Martinique, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que je pourrais dire? J'aurais tendance à dire un petit peu ce qu'a dit Louis, c'est-à-dire que cette prise de poids, c'est pas faite en un mois, et donc elle ne pourra pas se faire ou se défaire en un mois. Voilà. Je pense qu'il faut que chacun s'accorde du temps pour pouvoir faire des changements et que ces changements deviennent durables. Voilà. Tout dans le climat de confiance, c'est hyper important. Merci pour ta présence, Isabelle. Merci d'être venue. Louis, merci. Et puis on se voit bientôt. Je dis au revoir à nos amis de l'autre côté de l'écran et puis à la prochaine fois. Bye bye.